Oui, bonjour à tous, bonjour les gens en ligne. Ouais, on est la dernière chose qui nous sépare de la pause café, donc on va essayer de maintenir les temps. Si tu veux, ouais, donc c'est ça, moi je suis Morgane, puis voici voilà. Donc, avant de débuter, j'aimerais juste qu'on prenne un moment pour reconnaître le territoire sur lequel on se situe aujourd'hui. Bien qu'on se rencontre ici en personne, il y en a également qui se joignent à nous à travers une plateforme virtuelle. Donc, j'invite vraiment tout le monde à prendre ce moment. Ici à l'UQAM, on est situé sur le territoire qui est connu comme Tiohtià:ke pour les peuples Haudenosaunee, ainsi que Muonyoang pour les peuples Anishinaabeg, ou également connu comme Montréal pour plein d'autres. Nous reconnaissons que ces territoires autochtones sont non cédés et nous honorons et respectons la présence des peuples autochtones dans le passé, le présent et le futur. Et puis, en fait, le but de notre reconnaissance territoriale, c'est de réaffirmer notre engagement, mais ainsi que notre responsabilité dans l'établissement des relations positives avec les nations et dans le développement d'une compréhension plus approfondie des peuples autochtones, mais également de leur culture. Donc nous, en fait, on va vous présenter les résultats en fait d'une étude qu'on a faite dans le cadre de notre travail donc, au laboratoire, comme c'était mentionné en introduction. Merci pour ça. Donc, pour expliquer un petit peu la philosophie de notre étude, puis là où on se situe. Donc, on a beaucoup utilisé le modèle du stress minoritaire. Donc, je ne vais pas passer extensivement dans tout le schéma là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un modèle qui a été établi donc à partir, on va dire, 2003 par Meyer, puis notamment pour essayer de comprendre comment le fait de faire partie d'une communauté minoritaire, d'avoir un statut minoritaire, va faire qu'on va expérimenter des niveaux de stress différents, à la fois des niveaux de stress proximaux, donc c'est-à-dire des trucs qu'on intériorise, par exemple, avoir la honte, comme cacher son identité, ce genre de choses, puis des stress qui sont distaux, donc qui vont être en fait les expériences de stigmatisation, de discrimination qu'on va vivre. Ce modèle, ça sert à quoi? Ça sert à comprendre un petit peu comment, en fait, les expériences qu'on vit, de stigma, etc. Donc là, c'est dans le cas de l'orientation sexuelle à la base, mais nous, on applique pour la modalité de genre, en fait, vont faire qu'il va y avoir plusieurs niveaux de stress qui vont se former, et en fait, de comprendre comment le social passe, en fait, sous notre peau et sous notre crâne, puis fait qu'on va expérimenter des problèmes de santé, en fait, que ce soit de santé psychologique, de santé physique. Donc, nous, c'est un peu là-dedans qu'on s'inscrit. Puis donc, on sait par la littérature que les personnes trans, non-binaires, gender diverse sont plus vulnérables à divers égards. Donc, notamment en termes donc, des choses distales, donc le vécu de stigmatisation, discrimination, etc. Mais également, c'est ça. Donc, on va parler aussi de stresseurs psychosociaux. Donc, on peut parler de barrières d'accès à l'emploi, au logement, donc ce genre de choses. Puis également sont plus vulnérables à des problèmes de santé divers et variés. On pense beaucoup à la dépression, l'anxiété, ce genre de choses, suicide, tout ça. Donc, en fait, nous, on part un peu de cette littérature-là pour dire, OK, donc il y a ces vécus-là, mais au-delà de ça, comment les personnes deal avec leurs expériences? Quelles sont les stratégies de résilience, les stratégies d'adaptation qui sont mises en place? Puis comment on peut un peu voir l'autre côté des choses, de dire, OK, il y a tous ces vécus, mais qu'est-ce que les personnes font avec les expériences qu'elles vivent? Puis comment on peut aller au-delà pour identifier donc, ces expériences particulières de résilience, mais également quels sont les besoins réels des personnes, notamment en santé. Donc, c'est un peu ça la philosophie, si on veut, de notre étude, puis comment on a commencé. Oui. Donc, ce qu'on a fait, c'est une étude Cali, donc avec des entrevues semi-structurées. On a eu donc 31 entrevues qu'on a faites avec des personnes trans, non-binaires, gender diverse. Puis, c'était des entrevues qui étaient en ligne pendant la période de pandémie notamment, qui duraient à peu près 90 minutes. Puis, on a fait une analyse thématique ensuite après ça. Donc là, pour un peu donner des bases sur notre échantillon, comme j'ai dit, il y a 31 personnes, les âges de 18 à 37 ans avec une moyenne de 25, donc un échantillon quand même assez jeune. On peut voir là la répartition des âges, la plupart d'origine francophone, puis de la région de Montréal. Puis là, c'est la répartition en termes de genre. Donc, on a fait un peu des regroupements. Une note que je vais faire juste, c'est qu'effectivement, on peut voir qu'il y a une moindre représentation des personnes transféminines en général. Donc, ça va être une des limites qu'on abordera plus loin. Mais c'est un peu ça l'échantillon. Donc, ça, c'est les thèmes principaux qui en sont ressortis de nos entrevues. C'est un schéma qui démontre, en fait, plus le mot est grand, plus il est ressorti souvent, donc on peut lui accorder de l'importance. Donc, le stress, la santé, le stigma, la recherche, la résilience, ce sont vraiment des termes qui sont ressortis souvent. Suite à ce schéma, en fait, on a développé notre arbre thématique qu'on a utilisé pour coder les entrevues.
On ne va pas rentrer en détail dans tous les thèmes, mais en fait, les thèmes 1 à 9 font surtout référence à la première partie de notre entrevue qui était d'aller chercher les expériences vécues des personnes. Donc, c'est vraiment leurs histoires personnelles que les personnes ont partagées avec nous. Tandis que les thèmes 10 et 11 font plutôt référence à une deuxième partie des entrevues qui était par rapport aux méthodes de recherche utilisées, notamment dans le domaine de la santé. Et on est allé chercher plus de guidelines, puis on a communiqué puis partagé par rapport plus aux méthodologies. Dans le cadre de cette présentation, on va surtout se concentrer sur la première partie et on va notamment commencer avec le stigma. Donc, c'est sûr qu'on peut juste y aller à un certain degré en surface, considérant qu'on est limité dans le temps. Mais en fait, la manière dont les gens décrivaient le stigma, c'était des jugements et des stéréotypes qui sont portés à l'égard d'un groupe démographique qui partage certaines caractéristiques. C'est des jugements négatifs qui marquent notamment un écart vis-à-vis de la normalité, peu importe ce qu'on sous-entend par la normalité à différents temps et endroits dans le monde. Et puis, c'était souvent manifesté comme de la discrimination et de l'exclusion. Ça peut être sous des formes plus subtiles, tandis que ça pouvait être également très explicite et même systémique. Et puis, on a également inclus un extrait ici. C'est une femme trans de 23 ans qui dit « Mon existence même est un trigger » en faisant référence au stigma. On a demandé aux personnes également d'évaluer sur une échelle de 1 à 100 à quel point elles trouvaient que le stigma les affectait dans leur vie de tous les jours. Et puis ça, c'est un peu la répartition des réponses. Donc, la moyenne était de 55, mais ce qui est vraiment important à noter, en fait, c'est sur notre échantillon de 31 personnes, il y en a 21 qui évaluent être marquées par le stigma à 50 et plus. Et puis, c'est vraiment important également de savoir que même si le stigma souvent est basé sur des concepts qui sont construits en société, les répercussions et les conséquences que ça a sont très réelles. Bon, encore une fois, c'est encore de surface, mais on a des personnes qui, justement, ont dit que ça les menait à internaliser le stigma, ce qui causait de l'anxiété sociale, voire même de l'exclusion. En fait, elles évitaient certaines situations où il y avait un risque de stigmatisation par précaution. On a une personne qui a mentionné avoir entendu des propos de ses collègues au travail par rapport aux personnes trans qui l'ont rendue vraiment mal à l'aise, au point où elle en a développé une honte par rapport à son identité. D'autres personnes qui s'affichent peut-être plus ouvertement comme trans, non-binaires ou gender diverse vont avoir des difficultés à se trouver un emploi parce que c'est encore quelque chose, c'est un milieu très... On peut se faire discriminer pour cette identité. Et puis, c'est sûr que dans la vie amoureuse également, il faut noter que c'est un environnement qui se base où il y a encore beaucoup de stéréotypes. Donc, veut pas, on peut éprouver des difficultés également dans la vie amoureuse. Et puis, un autre élément qui est ressorti de nos entrevues, c'était la possibilité de voyage qui était vraiment réduite parce que, dépendamment de où on parle dans le monde, c'est sûr que le stigma va être appliqué selon différentes caractéristiques, mais que ce soit une identité racisée ou une identité de diversité de genre ou de sexe, il y a des endroits où, effectivement, c'est dangereux pour certaines personnes de voyager. Le stigma est également une grande cause de stress pour les personnes trans, non-binaires et gender diverse. Donc ici, encore une fois, on a demandé aux personnes d'évaluer leur niveau de stress sur une échelle de 1 à 100. La moyenne était à 68, mais on peut voir qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent dans le 60 à 90. Et puis, c'est ça. Donc, le stress était surtout causé par rapport à l'image qui était projetée aux autres, par rapport au sentiment d'inclusion, d'exclusion, d'avoir à faire avec un système bureaucratique qui est non seulement désuet, mais non inclusif, que ce soit pour un changement de nom, par exemple. Et toutes ces causes de stress, en fait, s'ajoutent aux causes plus communes telles que les attentes de son emploi ou la vie quotidienne de tous les jours, les deuils et les stress plus communs. Donc, ça, c'est un peu... on peut voir que notre échantillon était assez stressé. Mais pour faire face au stress et au stigma, on va parler de résilience. Donc, ça, je vais m'attarder sur ce concept un peu plus. Je le trouve très intéressant. La majorité des personnes décrivent la résilience en fait comme la capacité à s'adapter, à surpasser l'adversité, que ce soit pour persévérer dans certaines circonstances ou reconnaître son impuissance
dans d'autres et de juste l'accepter. C'est vraiment la capacité à rebondir. J'ai inclus ici une personne non-binaire de 23 ans qui dit « La résilience, quand j'entends ça, je pense à des cicatrices ». Je trouvais que c'était vraiment une belle métaphore de justement, on vit des expériences difficiles, mais on passe à travers et puis on en garde une marque, que ce soit physique ou plus une métaphore. Donc, lorsqu'on parle ici, j'ai inclus également, sur une échelle de 1 à 100 encore, notre échantillon a évalué être résilient à 75%. Mais ce qui est vraiment important, voire même surprenant, c'est qu'on n'a pas noté de corrélation entre les personnes qui ont évalué être plus stressées ou être plus stigmatisées et les personnes qui se sont jugées être plus résilientes. Donc, ce n'est pas nécessairement les personnes les plus stressées qui vont être les plus résilientes. Et on pense en partie que la raison pour laquelle on n'a pas noté de corrélation, c'est la perception et la compréhension du concept de résilience même. Donc, il y en a beaucoup qui ont également exprimé une certaine frustration ou une déception face au concept. Par exemple, une personne a grandi dans une famille dysfonctionnelle et son entourage maintenant la décrit vraiment comme une personne résiliente. Ça se veut comme un compliment, la personne l'a approprié, ça fait partie de son identité, elle est une personne résiliente. Mais il y a une insatisfaction profonde qui provient du fait que ce n'est pas quelque chose qu'elle a cherché à développer. Si elle avait eu le choix, peut-être qu'elle aurait dit « je ne veux pas être résiliente si ça m'évite de passer à travers cet événement ». Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas réduire une expérience à « ah ben, tu as gagné la résilience ». Sinon, un autre élément également par rapport à la résilience, c'est qu'on dirait que la définition même vient exiger l'adversité. Est-ce qu'on peut vraiment être une personne résiliente si on n'a pas eu à le mettre à l'épreuve? Donc, j'ai également inclus ici une femme trans de 23 ans nous dit « Je suis très chanceuse par rapport à beaucoup de mes pairs. Je n'ai pas vraiment rencontré de défis jusqu'à présent, mais j'espère que cela ne signifie pas que je ne suis pas résiliente, car je n'ai tout simplement pas fait face à beaucoup de choses. » Donc, encore une fois, ça vient soulever cette question. On évalue souvent la résilience en comparaison aux autres également. Donc, ici, par exemple, la personne se demande « Est-ce que je suis une personne résiliente s'il y en a d'autres qui l'ont eu pire que moi? » Ça soulève la question de la positionnalité. Les expériences que les gens vivent, en fait, sont grandement influencées par l'environnement et les circonstances dans lesquelles les personnes se trouvent, que ce soit les opportunités qui se présentent à elles ou les outils et les ressources qu'elles peuvent aller chercher. Donc, un même événement peut être plus ou moins déstabilisant pour une personne, dépendamment des circonstances dans lesquelles elle se trouve. Et ça veut faire, en fait, tout ça résume le fait que la résilience est un concept très subjectif qui est vraiment complexe à mesurer. Et en plus, on peut dire que la résilience varie au cours d'une vie. Donc, si on vient tout juste de vivre un événement difficile, voire même traumatisant, on peut en survenir comme étant une personne résiliente. Mais si on ne le met pas à l'épreuve, après un certain bout, on perd cette capacité. Donc, ça fluctue au cours d'une vie. Mais en général, les personnes parlent de résilience lorsqu'on parle de long terme. Et puis, dans le court terme, pour gérer le stress ou le stigma, on va parler de stratégie d'adaptation. Ok, donc il reste 5 minutes, donc on va essayer de faire ça court. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, donc, il y a plusieurs stratégies d'adaptation qui sont sorties. Donc les principales sont ici, donc l'évitement, support social, loisirs, habitudes de vie, etc., substances, communauté. Puis ça, c'est une représentation qui en fait montre donc chaque personne participante, là ici en haut, chaque stratégie d'adaptation. Puis en fait, plus le carré est jaune, plus cette stratégie d'adaptation particulière est beaucoup sortie dans le discours d'une personne. Donc, il faut considérer que chaque somme de colonnes fait 100% dans le fond. C'est vraiment l'importance relative pour chaque personne de ces stratégies-là. Donc, on voit qu'il y a des trucs qui sortent beaucoup, notamment le support social. Donc, je ne vais pas pouvoir parler de tout ça ici, même si ce serait extrêmement intéressant. Donc, je vais vraiment me concentrer sur deux choses qui sont le support social et la communauté, puis l'évitement. Ouais. Donc, premièrement, l'évitement. Qu'est-ce que ça veut dire l'évitement comme stratégie d'adaptation? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire éviter de révéler sa transidentité, notamment sur le travail, l'école, aux professionnels de santé en général, puis professionnels de santé psychologique en particulier, à la famille, à des nouvelles personnes, etc. Ça peut être éviter certains endroits parce que on a peur, on ne sait pas trop, on n'arrive pas trop à gager si ça serait safe ou pas de se révéler en fait. Ça peut être parce qu'on considère que certains endroits peuvent être dangereux. Mais ça peut être aussi l'évitement de professionnels de santé, notamment dû à la crainte d'être mégenré ou d'être stigmatisé, notamment dû à des expériences antérieures. Par exemple, une personne nous parle qu'elle est dans
donc un cercle en fait de rencontres psychologiques de groupe, puis qu'elle avait vraiment aimé puis recommandé à certains de ses amis trans, qui en fait ont quitté au bout d'un certain moment parce qu'il y avait beaucoup de micro-agressions de la part des professionnels de santé qui disaient ça. Donc on peut voir comment ces choses-là impactent l'accès même aux services de santé, en fait, au-delà de ce qu'on pourrait penser habituellement comme les difficultés économiques, etc., qui sont également des choses qui sont très présentes dans les discours. Donc ça, c'est assez intéressant parce que l'évitement est beaucoup présent dans la littérature sur les personnes trans en général pour dire l'évitement, c'est mauvais. C'est pas une bonne stratégie d'adaptation, c'est mauvais, c'est associé à l'anxiété, la dépression, il faut pas, c'est pas bon. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a des raisons en fait. Pourquoi les gens utilisent l'évitement comme stratégie d'adaptation? C'est pour éviter le stigma, la discrimination, pour éviter de se mettre en danger en fait, parfois en danger de mort dans certains cas. Donc il y a également ce paradoxe-là de l'évitement qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que les personnes ont très bien conscience que effectivement l'évitement vient d'un stigma, que le stigma soit expérimenté ou anticipé, mais dans les deux cas, il y a des conséquences de ce stigma-là. Puis l'évitement devient une réponse à ça en fait. Donc là, il y a une personne qui nous parle en fait, c'est intéressant, je vais lire un petit peu, mais de ce concept de mener une double vie. Donc la personne nous explique en fait que pour sa famille, etc., elle n'est pas out auprès de sa famille, donc ça va être son dead name, ça va être son sexe assigné à la naissance, ça va être toutes ces significations genrées-là. Puis pour son cercle choisi, en fait, ça va être totalement différent. Donc ce que la personne dit, c'est sûr que le stigma que je vis du premier groupe se transporte, il me suit. Je reste la même personne, je suis juste divisée en deux, mais les affects restent les mêmes. Donc là, on voit bien que l'évitement est utilisé comme stratégie consciente pour éviter certains dangers, notamment auprès du milieu familial, etc. Mais malgré tout, les conséquences sont quand même transposées parce que la personne est une personne qui vit ce stigma-là, qui se transporte d'une sphère à l'autre. Donc, ce serait quelques mots sur l'évitement. L'autre chose que je voulais parler, que je trouve important, c'est bien sûr le support social et communautaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est revenu énormément, qui était discuté par tout le monde en fait, à travers plusieurs sortes de concepts. Donc à la fois le concept de famille choisie, donc l'idée que nos amis, nos proches, etc. vont former une famille de choix qui va nous apporter du support, de la compréhension, etc. Mais également l'importance de la communauté queer, donc peut-être des relations un petit peu plus distantes, mais qui sont centrées autour de référents culturels, sociaux, communautaires communs. Notamment, il faut se souvenir que nos entrevues étaient pendant la période pandémique, donc également la grande importance du support en ligne en général, que ce soit les forums, les témoignages, etc. Beaucoup des personnes exprimaient, par exemple, avoir comme recherché la présence ou l'existence de mentors, donc des personnes trans qui ont vécu certaines choses, etc., à qui elles pourraient se référer pour leur propre parcours. Donc là, cette personne nous explique que le niveau communautaire permet d'avoir accès à des espaces où la norme dominante n'est pas reproduite, en fait, où ce sont d'autres scripts, des scripts queer, transaffirmatifs, etc., qui sont infusés, qui permettent de se sentir soutenu et compris. Juste une petite parenthèse sur la santé en pandémie, parce que c'était quand même intéressant. Donc, comme je disais, c'était beaucoup pendant la période de Covid-19. Puis, il y a un peu ce paradoxe qui est apparu que je trouvais intéressant beaucoup dans les entrevues, qui est qu'à la fois, la pandémie et le confinement ont nuit à la santé physique, psychologique, la santé sociale et communautaire, puis la santé économique. Oh là là, une minute. Notamment du fait de plein de choses, on imagine. Mais en même temps, là où c'est intéressant, c'est que pour beaucoup de personnes, la pandémie avait été en fait un moment de soulagement, de baisse d'exposition en fait au monde extérieur, à la transphobie, etc. Donc beaucoup de baisse de l'anxiété due à des situations sociales qui sont moins présentes, moins d'exposition à des stresseurs externes, donc, comme j'ai dit, puis aussi plus d'accessibilité du fait qu'il y avait plus de trucs qui étaient virtualisés, etc. Donc c'est intéressant de garder en considération que les expériences de la pandémie ont été vraiment complexes et multiples pour les personnes, ambiguës, et c'est intéressant pour la recherche à suivre sur la pandémie en général. Les besoins en santé. Donc c'est ça, comme Johanna disait, il y avait plusieurs phases à notre étude, puis on cherchait vraiment à dire, OK, nous, on fait de la recherche en santé dans notre lab, mais en fait, les gens ont besoin de quoi? Parce que c'est cool de faire de la recherche, on se dit, je vais faire de la recherche sur ça, mais de quoi les personnes ont vraiment besoin? Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui apparaît, c'est une volonté de redéfinir le concept de la santé. Oui, on a besoin de soins de santé physique, psychologique, de façon très criante, soins d'affirmation de genre, clairement,
mais il y a aussi des gros besoins d'avoir une santé sociale, une santé communautaire. Puis donc, effectivement, les besoins qui étaient le plus ressortis, c'était la sensibilisation des professionnels de santé aux réalités des personnes trans, non-binaires, gender diverse, oui, donc l'accès aux soins que j'ai mentionnés, mais également l'inclusion des personnes à tous les processus, en fait, de la recherche en santé. Donc, l'idée que un peu rien sur nous sans nous, donc c'est ça, appliqué à toutes les étapes du processus de recherche. Également, l'accès, donc facilité aux procédures de transition administrative et légale, puis l'accès à une communauté supportante et de santé sociale. Puis une chose intéressante, c'est qu'il y a une autre personne dans notre lab, en fait, qui s'appelle Silke Jacquemin-Park, qui a fait une étude assez intéressante où elle a repris en fait les données d'un gros questionnaire qu'on a fait dans tout le Canada sur des milliers de personnes sur la santé en temps de COVID. Puis une des résultats vraiment intéressants, c'est que chez les personnes queer, LGBTQ+, le support social atténue les effets du stress en fait sur les symptômes dépressifs de façon 4 fois plus importante que chez les personnes cis-hétéros. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le support social comme buffer est encore plus important chez les personnes queer que chez les personnes cis-hétéros, qui est quand même un résultat important si on parle de santé trans, santé queer, etc., de prendre en compte de façon plus tous les trucs communautaires et sociaux. Donc, c'est sûr que pour les limites de notre étude, c'est surtout le fait que notre échantillon est très montréalais. On n'a pas considéré la race et l'ethnicité, ce qui, lorsqu'on parle de stigma et de stress, c'est vraiment des enjeux intersectionnels importants. Notre moyenne est très jeune et puis il y a peu de femmes trans et personnes transféminines. Donc, tout ça pour dire que c'est ça, on aurait des choses à considérer pour la prochaine fois.